Deuxième match nul d'affilée contre une équipe espagnole pour l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, ce n'est pas le FC Valence, mais le FC Séville au stade Vélodrome pour le premier match de la saison devant les supporters marseillais. À l'occasion de cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang faisait son retour au Vélodrome. Les nouvelles recrues faisaient leur début, notamment Facundo Medina, Angel Gomez et Egan Riley, trois joueurs dont on va parler, étant donné qu'ils ont été assez satisfaisants. Deux minots ont réalisé de belles entrées. On peut penser à Robinho Vaz et Daryl Bacola. On va parler un peu de tout ça avec Lilian. Mais juste avant ça, je vous invite encore une fois à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer du meilleur de l'actualité de l'Olympique de Marseille, ainsi que de son analyse. Lilian, je vais te demander ton analyse à chaud, en grande ligne de cette rencontre. On dit souvent que pour les matchs amicaux, le résultat n'est pas la chose la plus importante, c'est surtout le contenu. Qu'as-tu pensé du contenu de cette rencontre? Bah, écoute, d'accord, d'abord, bonjour. Oui, je suis d'accord. Pour moi, les matchs de prépa, il faut pas forcément se fier aux résultats. C'est-à-dire que si on avait gagné tous nos matchs 5-0, je n'aurais pas fait de conclusion. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie de dire après ce match-là, c'est qu'on est dans une continuité qui est, je trouve, quand même agréable. Il y a des choses qui sont quand même, posées, il y a des bâtiments qui sont posés. On peut encore en rajouter d'autres, en améliorer certains. Mais voilà, le mot qui me vient à l'esprit après ce match, c'est continuité. Alors le un partout, peut être un peu frustrant parce que je pense qu'on avait la place de gagner ce match. Mais oui, on a vu de très belles choses, que ce soit, en transition défensive, lorsque Séville attaquait en attaque placée et aussi, nous aussi en contre-attaque, d'ailleurs. Exactement. Globalement, moi, pour donner mon avis global sur la prestation de nos Olympiens, la prestation collective, je trouve que le mot continuité est intéressant parce que pour moi, on est dans la continuité globale de ce qu'on voit depuis le début de la prépa, c'est-à-dire le système, les individualités. Hein. Medina, Angel Gomez, on ne les découvre pas ce soir. D'ailleurs, on va parler de leur intégration parce que je pense que c'est un des points positifs globalement de cette préparation. C'est-à-dire que l'OM a clairement un système bien défini. Donc, c'est un 4-2-3-1 qui se transforme en 3-3 avec ballon, qui est un 4-4-2 défensivement. C'est exactement ce que Roberto De Zerbi faisait l'été dernier et ce qu'il a fait en début de saison jusqu'au changement de système, hein, faute de matériel, manquait peut-être de qualité derrière pour assurer sur les transitions défensives, peut-être de récupérateur au milieu de terrain. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, tu joues avec Angel Gomez qui a un 10 reculé. Du coup, pour Angel Gomez, j'attends quand même de voir un peu plus défensivement en Ligue 1 parce qu'avec ballon, il n'y a aucun doute. Techniquement, il est au-dessus du lot. Voilà. Mais je trouve que c'est un OM qui a toujours le même problème que la saison passée et ça va rester le problème de cet Olympique de Marseille. L'objectif du club doit être et de Roberto De Zerbi surtout de trouver la solution, c'est le fait d'apporter le ballon dans le dernier tiers du terrain. En fait, c'est l'objectif du football, c'est d'apporter le ballon devant la surface adverse. Globalement, on l'espère dans le but, mais lorsqu'on est une équipe qui joue un jeu de position, un jeu de possession, c'est l'objectif avant tout parce qu'on a beaucoup le ballon, mais l'intérêt c'est surtout de mettre le ballon dans des zones dangereuses. Et on sait combien ça a été difficile la saison passée, notamment face au bloc bas. Et je trouve qu'il y a toujours cette difficulté même si je vois un peu plus de fluidité depuis le début de la préparation. On sent globalement que certains joueurs permettent justement de casser des lignes. On peut penser à Angel Gomez. Je pense que c'est le premier joueur dont on peut parler. Techniquement, c'est un joueur qui est très facile et qui apporte tellement en fait avec le ballon. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je vais rajouter en plus par rapport à la patte de Zerbi, c'est que je la sens beaucoup plus lors de cette préparation que lors de toute la saison dernière. Même si on a eu de gros résultats, on a mis de gros scores et tout, là, je sens quelque chose. Je sens que tactiquement, il commence à être dans sa zone de confort, même si tu as raison, il manque peut-être ce profil qui nous rend plus dangereux, parce que par exemple, on met Rabiot assez haut sur le terrain. Bon, Rabiot fait une préparation pas à son niveau. Je suis pas inquiet, hein, mais il faut dire ce qui est, Mm. il n'est pas à son niveau. Et Il est c'est lent vrai au que démarrage, quoi. Ce qu'on peut dire, voilà, c'est qu'il est un c'est peu un lent au diesel. démarrage. Mais ça avait déjà été le cas la saison passée. Bien sûr, c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire de conclusion via des matchs de préparation. Mais c'est vrai que peut-être un profil plus créatif aussi pourrait nous faire du bien, parce que ouais, même si Angel Gomez joue en meneur de jeu un peu en retrait, euh, à lui seul, on voit bien via son profil, et même à Lille, il n'était pas comme ça. C'est pas celui-là qui va te créer des passes entre guillemets magiques, si je puis dire. Donc ouais, il manque ce profil-là. Après, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a eu quand même quelques occasions. J'ai bien aimé ce qui se passait aussi sur les côtés. Je trouve que Murillo fait un bon match.
Outre sa passe décisive, hein, voilà, c'est une stat, mais outre ça, j'ai trouvé qu'il était Même il très y a certaines intéressant. courses axiales où il rentre dans Ouais, l'axe avec le ballon, il fait des progressions, notamment, je sais pas si tu te rappelles de cette action où, on pense que Gouiri fait un énorme raté sur une passe de Rabiot, mais c'est en fait, il est gêné par le pied d'un défenseur, ouais. sévillan. Je sais pas si tu vois, l'action Ah en bien sûr, je vois particulier. très bien, ouais. C'est une belle sortie de balle et après, Murillo lance, Rabiot. Même Murillo, oui, globalement, moi j'avais un peu des doutes dans un système à 4, même si je trouve que c'est un joueur qui est très bon globalement depuis qu'il est allé à l'OM, c'est que comment tu peux lui offrir dans un système à 4 le dépassement de fonction dont il bénéficiait la saison passée. Mais en fait, tu vois que tout le temps, tu vas le voir sur certaines phases, sortir de la défense à 3 pour rentrer au milieu de terrain, je parle avec ballon, ou soit se projeter globalement et être parfois le joueur le plus haut sur le terrain. Donc même lui, techniquement, c'est au-dessus. Mais c'est là aussi, tu parlais du fait que tu voyais plus la patte de Zerbi. Est-ce que c'est pas plutôt parce que techniquement, on a vraiment passé un cap? Et quand je dis passer un cap, on n'a pas recruté 5 joueurs qui sont très forts techniquement, mais on est passé à certains postes de joueurs qui étaient vraiment défaillants avec ballon à des joueurs qui apportent vraiment un plus. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Facundo Medina, en fait. Ouais, bah, c'est possible. Je me suis aussi posé cette question, avant de dire ça, mais je ne sais pas. Dans les déplacements sans ballon, j'ai l'impression qu'il y a plus de sûreté. Alors c'est peut-être dû aussi au fait que certains ont l'habitude maintenant, mine de rien. Ben, il y en a, ça fait peut-être presque un an ou 1 an qu'ils sont sous De Zerbi, donc forcément il y a des automatismes. C'est peut-être ça aussi qui trompe aussi mon jugement. Mais là, je vais revenir sur ce mot, hein, que j'ai dit tout à l'heure, c'est continuité. Là, j'ai l'impression quand même que, à partir du moment où un joueur va arriver, là, on va voir Peshao qui va arriver qui va, j'imagine, jouer dans quelques semaines. Je pense qu'il n'aura aucune difficulté à s'adapter à ça. Et peut-être ce sera peut-être lui. Peut-être que aussi la construction et les passes clés dans la surface de réparation passeront par lui aussi. Même si Jonathan Rowe, et j'imagine que nous allons en parler, est en train de faire quand même une préparation, je trouve, de qualité. On parlait de facilité technique, on a parlé d'Angel Gomez. Moi, je vais parler un peu de difficulté sur le début de la prépa. Bon, on va pas tirer de constats de manière très prononcée alors qu'on est au mois au mois d'août. Maintenant, j'allais dire on est au mois de juillet. Maintenant, on est au mois d'août. On est le 2 août. C'est notamment Adrien Rabiot et Amine Gouiri. Alors, c'est les deux joueurs qui sont un peu ciblés par les supporters lorsqu'on doit parler un peu des joueurs qui sont un peu en dedans. Moi, pour moi, Gouiri, c'est pas inquiétant dans le sens où je trouve que les mauvaises performances de Gouiri, si on peut appeler ça des mauvaises performances, parce que pour moi, ça n'en est pas, sont aussi liées à Adrien Rabiot. Je trouve que c'est aussi le manque de, je n'ai pas envie de dire de confiance, mais je ne sais pas comment expliquer. Je trouve que Rabiot n'est pas forcément à l'aise dans cette utilisation comme numéro 10. J'ai dit tout à l'heure, on est en 4-4-2 en phase défensive, bah, il joue 9 quand on n'a pas le ballon. Mais quand on a le ballon, bah, je le trouve quand même parfois sur la même ligne qu'Amine Gouiri. Alors il est peut-être un peu en dessous. Certes, la saison passée, on l'a vu être performant dans le dernier tiers, mais c'était souvent après des longues courses, des courses où il passait d'un rôle pratiquement de relayeur à se retrouver dans la surface. Et là, je trouve qu'on l'utilise un peu trop comme un second attaquant, limite. Et je ne sais pas si c'est le rôle adapté pour un Adrien Rabiot, parce que c'est un joueur certes qui est assez complet, mais qui va manquer de créativité et je sais pas, même de fluidité dans cette zone du terrain. Bah, c'est vrai que sous attaque placée, c'est compliqué pour Rabiot. C'est très compliqué parce que il a un profil très longiligne, c'est un peu lent entre guillemets. Il peut rarement surprendre sous attaque placée. Maintenant, en fait, je pense que De Zerbi se dit, je pense qu'il a conscience que c'est pas son meilleur poste, mais vu qu'il peut le faire, il part du principe que ce sera lui. J'arrive à l'entendre, à le comprendre un peu. Moi, je préférais voir Rabiot plus bas. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Mais j'ai même vraiment. globalement, quand on le voit demi-espace, on le voit demi-espace droit, pas demi-espace gauche, j'ai l'impression aussi. Alors que, par exemple, sous Deschamps, c'était vraiment dans le demi-espace gauche. Et même la saison passée, quand il Et la devient saison passée performant, aussi, ouais. c'est quand De Zerbi passe déjà d'un système à 4 à un système à 3 et qu'il est demi-espace gauche. Moi, globalement, j'ai l'impression en tout cas de le voir la plupart du temps demi-espace droit. Et oui, parce que demi-espace gauche, c'est surtout Ulysse Garcia qui est rentré avec ballon, qui passait un rôle de latéral gauche. D'ailleurs, je parlais de ce que De Zerbi faisait et que ça ressemblait à ce qu'il faisait l'été dernier. Il faisait exactement la même chose avec Quentin Merlin, sauf que ça avait été un positionnement temporaire en attendant l'arrivée de joueurs plus talentueux au milieu de terrain. Donc, est-ce que c'est pas également aussi le cas? Est-ce qu'on va pas avoir une animation assez différente? Mais voilà, c'était juste pour souligner Adrien Rabiot que c'était un peu compliqué. Bon, on a vu quand même quelques gestes. À un moment, il tente un sombrero dans la surface adverse. Je pense que c'est juste un joueur qui est lent au démarrage. Pareil pour Amine Gouiri. Alors, Amine Gouiri, pour moi, depuis le début de la préparation, c'est pas aussi catastrophique que ce que les gens disent, ou même mauvais. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a toujours des bonnes intentions et qui est très juste. On l'a vu l'année dernière, c'était pratiquement juste à chaque ballon. Donc si Amine Gouiri n'est pas juste, bon, ça peut être aussi lui qui met du temps à démarrer, mais c'est peut-être aussi les automatismes de l'équipe devant. On sait que ça a bougé en termes de système, on sait que ça va bouger aussi en termes de joueurs. Il n'y a plus Luis Enrique, Greenwood repasse dans un rôle dédié. Donc il y a des automatismes à retrouver.
Et donc Guiri, je trouve que à chaque fois, je trouve qu'il a les bonnes intentions, mais peut-être qu'autour, ça bouge pas non plus idéalement. Bon, il a aussi, je trouve qu'il a aussi quand même des défaillances devant le but, en tout cas sur la prépa, mais je pense que c'est quelque chose qui va se régler avec le temps. Donc moi, pas d'inquiétude vraiment sur Guiri, et je pense par contre, ce serait pas mal qu'il marque un but, voire deux contre Aston Villa, comme ça, il pourra démarrer en fanfare à Rennes et puis face au Paris FC. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot sur Amine Gouiri ou si tu veux tout de suite Ouais, un revenir petit sur truc, les. je vais faire très rapide. Moi, ce qui ne m'inquiète pas avec lui, c'est que bah, il y a des joueurs qui, des fois, baissent de régime. Mais là, pour Gouiri, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il a juste moins de réussite. Et je pense aussi qu'il ne faille pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que Gouiri participe au jeu. Je ne vois personnellement pas Gouiri se cacher. En fait, C'est même si en statistique ça baisse, il participera Ah mais oui. toujours au jeu. Là, aujourd'hui, je trouve ça peut-être un peu plus compliqué, mais les matchs d'avant, il était encore plus présent dans le jeu. Donc moi, je suis pas du tout inquiet. Je pense sérieusement que dans les petits paris, dans les 3 premiers matchs de Ligue 1, il va scorer. J'en suis persuadé. Ah oui, J'en moi suis également, persuadé, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est de la prépa. Moi, j'essaie de pas faire de conclusion, à part si c'est très catastrophique sur un joueur qui est déjà, entre guillemets, pas très bon. Non, j'ai totale confiance en Amine Gouiri, et je pense que même lui n'est pas inquiet parce qu'il a les idées. Les idées sont là. Ça ne marche pas tout le temps, mais il les a. Voilà, c'est tout. En tout cas, pour parler de saut qualitatif, pour moi, il y en a un qui est évident et c'est le plus gros saut qualitatif pour moi que l'OM va réaliser cet été. C'est le passage de Cornelius Kondogbia à Facundo Medina. Et là, je trouve qu'on passe un cap absolument énorme. C'est que ton point faible de l'année dernière est clairement un point fort. C'est-à-dire que Medina, depuis le début de la préparation, gagne quasiment tous ses duels. Qu'avec ballon, c'est. Je ne sais pas si on pouvait avoir mieux avec Facundo Medina, avec ballon, en tout cas dans l'équilibre. Joueur très agressif sans ballon, il y a un pressing qui fait de l'autre côté du terrain à un moment. Je crois que c'est à la 10e minute de jeu, c'est incroyable. Même tu n'as aucun stress quoi. Quand le ballon arrive et que ça arrive dans son dos, tu n'as aucun stress parce que de la tête, il gagne tous ses duels. C'est un mec qui est quand même dur à bouger. Et vraiment, en fait, quand on le regarde jouer, on a l'impression qu'il est là quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est là où j'en parlais dans les vidéos au moment où il est arrivé. Je disais que Medina, initialement, j'étais pas hype. Enfin, pas hype. Je trouvais que c'était l'idée bateau, en fait. C'est l'idée qu'on a à tous les mercatos. Mais en fait, pour moi, on passe un cap incroyable et qui est un peu. Qu'on va sous-estimer du fait qu'il s'intègre parfaitement en fait. On va pas se rappeler que l'année dernière on a vraiment galéré. D'ailleurs quand Cornelius est rentré, bon, on s'est un peu remémoré certains souvenirs de l'année dernière quoi. De fou. Après, moi, je vais dire aussi, moi, j'étais un peu pas sceptique parce qu'en Ligue 1, on l'a vu, on l'a même vu en Ligue des Champions pour ceux qui ont regardé Lens. Maintenant, moi, ce qui me gênait un peu, c'est cette histoire de latéral gauche, mais plus les matchs de prépa avancent et je comprends un peu mieux ce qu'ils ont voulu faire. Alors oui, c'est pas une ingéniosité dingue de prendre Medina, mais c'est vrai qu'au moins dans la mentalité, ça, c'est peut-être la plus grosse certitude qu'on a aujourd'hui. Moi, j'attends quand même de voir, voilà, quand on va jouer en Ligue 1 avec des équipes qui vont vraiment se donner physiquement, même si Séville, je trouve qu'ils se sont donnés physiquement aujourd'hui. Ouais. Voilà, j'attends Même vraiment qui est là. venu presser sur certaines phases, qui est venu Bien presser. sûr, il y a eu pas mal de fautes, c'était un peu la guerre aujourd'hui. Donc non, écoute, j'étais sceptique. Dans la mentale, il est là. On va peut-être attendre encore un peu. Je pense que voilà, là où vraiment je vais le juger, c'est en Ligue des Champions, parce que j'imagine que quand tu as joué pendant Ouais. peut-être 3 ou 4 saisons en Ligue 1, que tu as découvert la Ligue des Champions avec un club comme Lens et que tu le vis à l'Olympique de Marseille, c'est pour vraiment montrer que tu es, entre guillemets, le patron. Donc, assez content de ce qu'il fait, même très content de, faut pas avoir peur de dire les mots, très content pour l'instant de sa prépa. Mais comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est la prépa. Je préfère, moi, personnellement, attendre. Il y a un joueur pour lequel on va pas attendre, c'est Mason Greenwood, parce que en parlant de prépa réussie, je trouve que sa prépa est clairement impressionnante et je trouve que le joueur qu'on a sous les yeux et le joueur qu'on a vu en fin de saison dernière et en début de saison dernière, et pas forcément celui qu'on a vu en début d'année 2025 où c'était compliqué, je le trouve énorme, même dans l'implication défensive. Pour faire un parallèle, moi, il y a plusieurs phases où je vois Rowe, quand il tombe par terre, qui met du temps à revenir. Greenwood, je le vois très impliqué. Avec ballon, je trouve qu'il a beaucoup moins de déchets que la saison passée. Et puis ce but de la tête qui montre qu'il a une palette assez large, qui peut marquer dans toutes les situations. Franchement, Mason Greenwood, je ne sais pas ce qu'on va avoir cette saison, mais s'il continue sur ce rythme, sur le rythme de la pression, attention, le titre de meilleur joueur de Ligue 1, il y a des beaux joueurs au PSG, mais l'année dernière, il n'est pas loin d'être. PSG, mais Mason Greenwood, oui, là,
on voit très bien qu'au niveau des tâches défensives, c'est deux salles, deux ambiances entre l'année dernière et maintenant. Alors, évidemment, le but n'est pas qu'il se tue à la tâche et qu'il soit épuisé à la 50e, mais je vois et je sens Emerson Greenwood qui est plus impliqué et qui s'est servi peut-être de la saison dernière où il était déjà très fort pour dire ok, maintenant je suis dans le bain, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Peut-être que maintenant aussi, lui croit aussi encore plus au projet. Peut-être que le fait de voir arriver ce genre de joueur, que le fait que tout le monde reste, peut-être qu'il se dit peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à faire à Marseille, plus peut-être le fait qu'il nous apprécie, c'est pas impossible également. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est que en fait j'ai l'impression qu'on va être surpris. On peut être surpris à tout moment en fait. Ce but de la tête, je me permets de dire que c'est un but de numéro 9. Exactement. C'est un but de numéro 9, il la place parfaitement. Et voilà, et après, il va rater, il a des déchets, hein, attention, hein, c'est un ailier, forcément, il a des déchets. Mais là, ce qu'il est en train de pondre, si je puis dire, c'est rare que je n'ai pas souvenir d'un joueur qui m'a autant marqué dans une prépa, depuis ces dernières années en tout cas. Ouais. Il est très, très régulier. Et je ne parle même pas du but, outre les buts, parce que oui, il a beaucoup marqué, mais même dans le jeu, dans les dribbles, dans la capacité aussi à créer, parce qu'aussi la création peut aussi passer par lui, et on l'a vu sur de nombreuses séquences. Non, c'est hyper intéressant, Mason Greenwood. Si tu as ça et un Gouiré en forme devant avec Paixao à gauche. Et Pachao aussi, oui. Et aussi un Aubameyang qui a fait son entrée. Une entrée quand même, voilà, tranquille, tout va bien. Ouais. Mais... c'est un retour en Europe. C'est un retour en Europe d'entraînement dans les jambes. Donc voilà, on va pas se baser là-dessus pour dire Aubameyang c'est déjà flop à l'OM. Non, c'est une première entrée. Voilà, on va pas faire de suranalyse. Voilà, c'était sympa, retour d'Aubameyang, grosse ovation au Vélodrome, c'est tout ce qu'on attendait. Moi, j'ai envie de parler de deux autres entrées pour conclure la vidéo, celle de Robinho Vaz et de Daryl Bacola. Surtout Daryl Bacola parce qu'on parle beaucoup du milieu de terrain, du départ de Rongier, peut-être d'un potentiel retour de Benasser. On sait que la rotation c'est surtout Kondogbia à l'heure actuelle. À voir si Angel Gomez sera un titulaire ou un remplaçant si on va prendre quelqu'un. Mais pour moi, Daryl Bacola, il a clairement une place à se faire dans cet effectif, dans la rotation. Alors oui, il a que 17 ans, mais je trouve qu'il a toutes les qualités pour gratter quelques minutes avec les pros. Parce que quand on parle de crack ou quoi que ce soit, je ne sais pas si c'est un crack, mais pour moi, c'est un joueur qui clairement peut avoir un impact dans l'effectif de l'Olympique de Marseille d'ici à 2-3 ans, voire dès cette année. Je ne sais pas à quel âge Boubacar Kamara, c'était. 16,5 Kamara quand il arrive. Ouais, mais c'était son premier match à Sochaux, mais moi je parle plus d'intégrer la rotation. Pour moi, il intègre la rotation la saison d'Europa League. 17, Maillot, tu sais que ah non, moi je me rappelle que c'était. Ouais, mais il fait une entrée sur cette saison-là. Il fait une titularisation à Sochaux comme arrière droit. Mais moi, je parle genre intégrer la rotation, c'est-à-dire avec une solution, tu vois. 17-18, il fait le match contre Leipzig. C'est tout le match, je crois. Kamara. Après, c'est vraiment en saison 2018-2019 où il se fait vraiment sa place et puis titulaire après vraiment sous Villas-Boas. Mais voilà, est-ce qu'il peut avoir cette intégration progressivement? Après, est-ce qu'il est aussi doué que Boubacar Kamara? Je ne sais pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, en termes de qualité pour évoluer au milieu de terrain, pour moi, il les a. En plus, on l'a beaucoup vu en neuf ou à un poste plus avancé avec les équipes jeunes. Moi, je trouve que c'est vraiment le poste pour Daryl Bacola. En fait, on l'a vu sur son entrée. Il est facile techniquement, assez puissant, dribbleur. Voilà, c'est un milieu qui peut apporter à l'Olympique de Marseille. Je trouve que ce profil, je le connais depuis un petit moment et moi j'aime bien prendre le temps avec les jeunes, j'aime bien ne pas m'enflammer. Non, Daryl Bacola, c'est intéressant parce que c'est un joueur très polyvalent. C'est un joueur qui en jeune pouvait débloquer des matchs à lui tout seul. Et là, j'aurais peut-être voulu qu'il soit encore un peu dans l'ombre, mais là, en fait, avec la prépa qu'il a faite, je trouve qu'il y a zéro mauvaise entrée. J'ai fait un tweet là-dessus. Il y a eu zéro mauvaise entrée de sa part. Donc, pour moi, il a prouvé qu'il devait être peut-être le dernier milieu de terrain dans l'effectif. Tu mets au-dessus de Nadir, par exemple? Nadir, je sais pas vraiment si il joue des fois un peu plus haut. Enfin, c'est un peu bizarre l'utilisation, donc je sais pas. Alors, moi, j'ai quand même envie de mettre Nadir devant parce que Nadir a quand même prouvé des choses aussi la saison dernière. Alors, en termes de potentiel, pour moi, il n'y a même pas de débat. Bacola est au-dessus. Ça, j'en suis persuadé. J'ai toujours dit. Nadir est arrivé dans des circonstances qui sont parfaites et il a saisi cette opportunité. C'est incroyable, c'est génial. Maintenant, voilà, Bacola, moi encore aujourd'hui, une sérénité techniquement. À un moment, il y avait 3 joueurs de Séville vers la fin du match. En 2 touches, il sort le ballon. C'est des trucs que tu fais peut-être à 20-21 ans. Lui, il le fait à 17. Alors, c'est de la prépa, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, il ne faut pas s'enflammer. Peut-être qu'en Ligue 1, il va se marbrer. Je me souviens d'un joueur qui s'appelle Tika Mayunki, je ne sais plus, qui était venu, un Belge qui était venu à Marseille pour la réserve et qui avait fait une entrée en pro et qui nous avait coûté un match. Est-ce que tu te rappelles de ce joueur? Bon, ce n'est pas pour le piquer. En fait, moi, je vois la différence entre lui qui avait déjà peut-être 19 ans à ce moment-là, qui était en panique au stade Vélodrome,
et Daryl Bacola qui oh Bacola, 17 ans. Daryl pardon, excusez-moi, Bacola, qui là est en train de jouer au City, des Mais quartiers nord. Même Robinho Vaz, je trouve qu'il a une certaine sérénité. Après, Robinho Vaz, je trouve qu'on est beaucoup plus Ouais. dans un profil de rupture, de genre de transition. Donc, c'est là où Robinho Vaz, moi, j'ai pas forcément d'avis sur quelle carrière il va faire et quel rôle il peut avoir à l'Olympique de Marseille. En fait, je trouve qu'il a un profil qui lui permet d'avoir toujours un impact, quoi. Comme il a un profil vraiment joueur qui prend la profondeur. En fait, tu le mets face à n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle situation, tu vas voir quelque chose de Robinho Vaz. Là où pour un joueur au profil différent, par exemple un milieu de terrain, en fait, bah non, en fait, il faut être fort pour montrer quelque chose. Je dis pas que Robinho Vaz n'est pas fort, je dis qu'au contraire, il montre des choses, qu'il tente des choses. Sur chaque entrée, il est impactant, mais ça, c'est aussi son profil qui permet ça, c'est que c'est Je caricature, un joueur de c'est un peu profondeur. un pour moi, c'est Bamba Dieng en beaucoup plus technique. C'est dans l'idée, je dis pas que c'est les Exactement, mêmes c'est ce que joueurs, j'allais c'est dire. complètement différent. Lui, c'est un joueur qui a fini sa formation et ça se voit, mais voilà, c'est un C'est attaquant de un attaquant de profondeur avec de la profondeur. technique en plus, et c'est ce qui est quand même, très intéressant. Donc, je suis d'accord avec toi, sur, Exactement. Robinho Vaz. J'espère que les 2 en tout cas arriveront à atteindre peut-être les 400 à 600 minutes à l'année. J'espère, Ça 400 serait pas minutes, ce mal. serait vraiment pas mal, surtout pour Bacola qui a que 17 ans. 400 minutes, ce serait génial. Alors ça peut arriver Surtout c'est Vaz qui ça peut et jouer puis à on sait gauche en jamais. En plus. plus, ce qui est sympa avec De Zerbi, il nous l'a prouvé la saison dernière, c'est que s'il y a 3-4-0, il n'hésite pas à envoyer un jeune. En tout cas, moi je Exactement. trouve qu'il y a de belles perspectives pour ces prochains mois. J'espère qu'on pourra espérer. Moi j'aime bien avoir de l'espoir, donc j'espère qu'on aura de l'espoir et qu'on va nous faire kiffer. Même le match était plutôt plaisant, je trouve encore aujourd'hui, hein. C'était Ouais. loin d'être une bouse, hein, personnellement. Exactement. On attend du coup avec un peu plus de matériel. Il y aura la réception d'Aston Villa la semaine prochaine, puis le déplacement face au Stade Rennais. Je te remercie énormément, Lilian, pour avoir participé à ce débrief. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On a fait un peu moins de vidéos ces derniers jours, mais on va revenir avec de l'activité. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous soutenir et à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine et allez l'OM!